Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dialogue littéraire estival. Nous sommes aujourd'hui à l'abbaye de Daoulas, qui présente actuellement, et ce jusqu'au 31 décembre, une nouvelle exposition, Bonne fortune et mauvais sort. L'abbaye de Daoulas s'est associée avec le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée pour traiter de la magie et de la sorcellerie dans notre monde contemporain. Dans cette émission, nous retrouverons Caroline pour ses coups de cœur en jeunesse et nous reviendrons sur 2 rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Camille Laurence et Éric Orsena. Camille Laurence nous a fait le plaisir de venir nous présenter son dernier roman paru aux éditions Gallimard, Celle que vous croyez. Vous vous appelez Claire, vous avez 48 ans, vous êtes professeur et divorcé. Pour surveiller Jo, votre amant volage, vous décidez de créer un faux profil Facebook. Vous devenez alors une belle jeune femme brune de 24 ans, célibataire. Et cette photo, vous êtes si belle, n'est pas la vôtre, hélas. C'est pourtant de cette image que Christophe, pseudo Chris Chris, va tomber amoureux. Il a 36 ans, il est séduisant et il vous plaît terriblement. Vous commencez à chatter, vous téléphonez et l'amour virtuel vous envahit tous deux. Bien sûr, vous ne pouvez pas le rencontrer en vrai et vous n'avez pas le courage de tout lui avouer. Mais vous n'êtes pas prête non plus à renoncer à votre désir de lui. Alors qu'allez-vous faire? Quelle histoire allez-vous imaginer pour que quelque chose arrive quand même? Retrouvons tout de suite Camille Laurence au micro de Laurence. Camille Laurence, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Celle que vous croyez, un roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard et dans lequel vous nous contez une histoire d'amour à l'heure des réseaux sociaux. Alors cette histoire, c'est celle de Claire Milcam, une femme de 48 ans qui va, pour surveiller son amant, créer un faux profil Facebook et se faire passer pour Claire Antunès, jolie brune de 24 ans, qui a donc la moitié de son âge réel. Elle va ainsi démarrer une relation amoureuse virtuelle avec un dénommé Chris, 36 ans. Mais que se passe-t-il lorsqu'il souhaite passer de la virtualité à la réalité? C'est l'une des questions que pose ce roman ensorcelant et haletant. Alors avant tout, comment est-il né ce livre et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine? En fait, ce qui est à son origine, c'est l'observation que j'ai faite dans ma propre vie et puis dans la vie autour de moi de l'importance des réseaux sociaux et de la communication sur Internet. Et je me suis dit que ça changeait quelque chose au rapport amoureux. Internet a quand même cette faculté de démultiplier le fantasme. C'est-à-dire que finalement, on aime davantage des projections imaginaires qu'on fait sur les autres. On peut aussi se déguiser soi-même, manipuler l'autre parce qu'on se prend une fausse identité, on s'invente une vie autre que celle qu'on vit, une vie généralement moins banale. Et de fait, ça change beaucoup la donne amoureuse. Alors avec ce livre, vous abordez de très nombreux thèmes, le pouvoir du fantasme et de l'imagination, notre besoin de fiction, mais c'est aussi un roman qui interroge le féminin et la place de la femme dans notre société actuelle, parce qu'en effet, si Claire a créé une fausse identité sur Facebook, c'est en premier lieu parce qu'à 48 ans, elle a le sentiment qu'elle ne peut plus être objet de désir et qu'elle est comme devenue invisible. Alors en quoi est-ce qu'il était important pour vous d'aborder ce thème à travers ce roman? En fait, j'écris toujours un peu, plus ou moins, mais toujours un peu à partir de moi, de mon expérience propre. Et quel moyen j'ai, moi, femme occidentale, de dire quelque chose d'important sur le féminin d'une manière générale? Eh bien, c'est en passant par le biais de la question de l'âge. Les femmes sont objets de désir quand elles sont jeunes, belles. Ensuite, elles deviennent objets d'indifférence, dans le meilleur des cas, ou objets de rejet, de mépris. Est-ce qu'une femme, même au XXIe siècle, ne reste pas, d'une certaine manière, toujours un objet ? Puis la voix de Claire Milcam n'est pas la seule qui se fait entendre dans votre roman, qui a une construction magistrale. Celle que vous croyez est en effet constituée de plusieurs parties, chacune portée par une voix différente et donc par un personnage différent qui raconte sa propre version de l'histoire. Alors comment cette construction polyphonique et kaléidoscopique s'est-elle inventée sur votre plume? Alors j'ai deux maîtres dans ce domaine. Un en littérature, c'est André Gide dans Les Faux Monnayeurs, qui a multiplié les points de vue, et puis comme une sorte de point contre point à chaque fois. Et puis dans le domaine du cinéma, c'est Rashomon de Kurosawa,
qui est un film qui présente la même histoire racontée par différents personnages et chacun a sa version. Alors comme c'était un roman au départ vraiment sur la question du virtuel et du réel, eh bien j'ai préféré ne pas choisir entre les versions réelles de l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est réellement passé, et les versions imaginaires, c'est-à-dire ce qui aurait pu se passer. Voilà, j'ai pas choisi entre le fantasme et la réalité. Le 24 mai 2016, 40 ans précisément après l'ouverture de la librairie Dialogue, Erik Orsena est venu nous présenter son dernier roman paru aux éditions Stock, L'origine de nos amours. Ce livre est un dialogue intime entre lui et son père. Erik Orsena répond tout de suite aux questions de Laurence. Erik Orsena, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour Braise, bonjour Dialogue, bonjour l'anniversaire. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter L'origine de nos amours, un roman qui vient de paraître aux éditions Stock. Et il s'agit peut-être de votre roman le plus personnel, dans la mesure où votre père en est le personnage principal. Ce père avec qui vous avez, pendant plus de 30 ans, eu une longue conversation sur l'amour et sur ce qui permet sa réussite ou non. Et dans ce livre rempli d'histoires et de récits rocambolesques, il est donc avant tout question d'amour, amour conjugal, mais également amour filial. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce livre et ce qui, pour vous, a été à son origine? Alors, il se trouve que mon père est mort il y a 3 ans et demi environ, et que ce que nous avions vécu ensemble, je voulais le raconter. Puisqu'on avait un rendez-vous fixe dans un petit restaurant sur le bord du Grand Canal à Versailles, et là, on se posait toujours la même question, comment se fait-il que nous réussissions à peu près tout ce qui se passe dans tout ce que nous tentons dans les autres domaines, mais nos amours sont des catastrophes. Alors dans ce livre, tout commence par 2 divorces la même semaine, celui de votre père et le vôtre en juin 1975. Dans quelle mesure est-ce que ces 2 divorces rapprochés ont créé un lien père-fils singulier qui n'aurait pas pu exister sans cela? Alors, il se trouve que mes parents s'entendaient mal et ils sont restés ensemble, entre guillemets, pour les enfants. Vous savez, fermez les guillemets, on reste ensemble pour les enfants. C'est jamais aussi simple que ça, mais enfin, ils étaient ensemble pour les enfants. Et puis, à la fin, mon père a fini par divorcer. Et puis, il se trouve que moi, j'ai divorcé le même moment, le même été 1975. Et pour remettre un peu d'aplomb, j'ai été dans l'île de Bréhat, ma chère île de Bréhat, la Bretagne Nord, il n'y a rien de mieux pour se remettre en forme. Et qui j'ai vu arriver? Mon père. Puis petit à petit, il y avait un peu de paroles, et puis un peu plus de paroles, et puis un peu plus de paroles. Et finalement, on a commencé à parler, en se posant toujours la question, pourquoi n'avons-nous aucune réussite dans nos amours? Au fil de ces nombreux repas avec votre père au restaurant de la Flottille près du château de Versailles, vous avez donc évoqué l'existence d'un gène des amours impossibles qui se transmettrait de génération en génération et qui vous viendrait dans un ancêtre lointain, à Augustine Arnoux, qui aurait vécu à Cuba. Alors comment ce voyage temporel et géographique à Cuba s'est-il imposé dans votre roman? On avait une légende dans la famille selon laquelle nous viendrions de Cuba, mais personne n'avait été trop regardé. Et puis, quand mon père a pris sa retraite, il a pris contact avec des historiens pour savoir si on pouvait retrouver le nom, mon vrai nom de Arnoux. Et on l'a retrouvé. On l'a retrouvé à Santiago de Cuba et on l'a retrouvé à Trinidad de Cuba. Et on a vu que mon arrière-arrière-arrière-grand-père était tailleur et qu'il n'avait pas de succès dans ses affaires, semble-t-il, à Bordeaux et qu'il est venu s'installer à Cuba. Puis à travers L'origine de nos amours, il est aussi beaucoup question d'histoire, de romans et de la façon dont naît un romancier. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et est-ce que l'apprentissage du mensonge est essentiel pour tout romancier? Alors, sans doute que oui. Mais comme on dit, c'est le mentir vrai, mais quand même, c'est du mensonge. Les mensonges permettent d'accumuler les vies. Et moi, c'est vrai que ça me blesse l'idée d'avoir que la vie s'arrête, parce que j'ai une sorte de passion pour la vie. Mais pire que ça, j'aimerais pas avoir une seule existence. C'est pour ça que j'ai toujours fait de tas de métiers en même temps, pour être dans des univers différents et avoir des tas de choses. Et un livre, c'est ça. Et pourquoi on lit? Pour être plongé dans des univers différents. Et il n'y a pas de grande différence, en fait, entre les lecteurs et les écrivains. C'est pareil. C'est les gens qui aiment les histoires. Donc, c'est un livre que j'ai voulu comme une sorte de remerciement, de gratitude pour tous ceux qui m'ont raconté des histoires. Et l'épisode cubain que je raconte en 2 fois, c'est évidemment une sorte de pastiche de Gabriel Garcia Marquez, que je connaissais bien. Et quand j'ai lu 100 ans de solitude, j'ai dit, ben voilà, ça y est, moi je suis là-dedans, quoi.
De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Caroline pour ses coups de cœur en jeunesse à impérativement amener dans votre valise cet été. Bonjour Caroline. Bonjour Marion. Donc les premiers ouvrages que tu as choisi de nous présenter sont des ouvrages à lire avec son papy ou sa mamie. Oui, et le premier est un roman que l'on peut lire à partir de 10 ans. Le goût sucré de la peur d'Alexandre Jardin chez Manière Jeunesse. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Louise, très très brillante et intelligente. Et elle a un grand frère qui est vraiment super intrépide et qui, avec son petit gang, a pris l'habitude d'aller rôder dans un jardin. Ce jardin, c'est le jardin de Lortie, une méchante sorcière. Et pendant qu'elle fait le guet, Lortie, la méchante sorcière, vient mettre sa main sur son épaule. Et là, elle se rend compte que finalement, Lortie, c'est une grand-mère, c'est une vieille dame comme les autres et que peut-être il y a une relation à créer avec cette dame qui n'est finalement pas si méchante qu'elle en a l'air. C'est un roman très humain, merveilleux, sur les relations avec les parents, les grands-parents. Le deuxième livre, c'est un album pour les plus petits, donc à conseiller à partir de 6-7 ans. Ça s'appelle L'Attrape-Lune, écrit par Séverine Vidal et illustré par Barou chez Mango Jeunesse. Et il s'agit de l'histoire cette fois d'un petit garçon qui raconte comment est son papy. Et son papy, avec son chapeau rouge, a l'habitude de lui raconter les histoires les plus belles. Et à la fin du livre, vous avez pour les parents, les grands-parents et les petits-enfants, le chapeau rouge à reconstituer. Et ton troisième ouvrage est un livre à lire impérativement dans les bras de ses parents. Oui, c'est l'histoire d'un petit nuage qui se retrouve sur Terre. Et le petit nuage veut absolument retrouver son papa et sa maman qui sont restés dans le ciel. Et du coup, il convoque les animaux de la forêt. Alors d'abord les plus petits, les libellules, qui vont souffler pour qu'ils remontent au ciel. Puis les fourmis qui vont souffler, ça ne suffit pas, ce sont des animaux trop petits. Et de page en page, on trouve des animaux un peu plus grands qui vont souffler pour finalement peut-être réussir à faire remonter le petit nuage dans le ciel. Ça, vous le saurez en découvrant les pages de cet album qui, évidemment, se finit bien dans les bras de papa et maman. Et le dernier ouvrage que tu as sélectionné est un grand roman à lire tout seul. Oui, puisque c'est un roman que l'on peut lire à partir de 12 ans. C'est un roman d'aventure absolument incroyable qui s'appelle Sally Jones, qui a été traduit du suédois. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, il a reçu le prix de roman d'aventure le plus prestigieux dans ce pays. Et donc Sally Jones, c'est l'histoire d'une guenon et celui qu'elle appelle le chef, qui n'est autre que celui qui l'a recueilli et qui lui fait vivre des aventures incroyables. Tout cela dans un roman épique qu'on ne lâche pas. Il a l'air d'être dense, mais on le lit d'une traite et qui est extrêmement richement illustré par la plume même de l'auteur, qui est à la fois auteur et illustrateur. Je te remercie Caroline. Je t'en prie. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Thank you.